En quelques années, Netflix a radicalement changé la face du cinéma mondial. Dans la manière de regarder les films, ouais, ok, mais aussi dans sa manière de les produire. Aujourd'hui, il est plus rare de voir des grands cinéastes renoncer au grand écran pour se consacrer à des productions Netflix, et on dit souvent que c'est parce qu'ils sont attirés par des budgets que les grands studios traditionnels hollywoodiens refusent de leur donner. Et vous allez voir dans cette vidéo, on va essayer de comprendre ce qui se passe avec Netflix, les problèmes que Netflix engendre. On va aussi casser pas mal de mythes. Et voilà, en se penchant sur la manière dont Netflix fonctionne, principalement ces dernières années, il y a quand même pas mal de choses à dire. Par exemple, comment Netflix peut se permettre de lâcher des budgets aussi faramineux pour des films qui, par exemple Red Notice, je sais pas si vous vous souvenez de Red Notice, voilà, personne, moi non plus. Comment tu lâches 200 millions de dollars pour Red Notice? Pourquoi la thune des productions Netflix se voit si peu à l'écran en fait? Et surtout, comment Netflix s'y prend pour quand même réussir à attirer des Fincher, des Scorsese, des Cuarón, des Zack Snyder? Et pourquoi, quand ces cinéastes vont quand même chez Netflix, on a quand même souvent l'impression qu'ils nous balancent des œuvres qui sont très mineures dans leur filmographie, même s'il y a des exceptions, mais voilà, tout ça on va y revenir, on va détailler tout ça, on va se pencher là-dessus, et croyez-moi, c'est tout un programme. Du coup voilà, chaque année Netflix nous abreuve de dizaines de séries ou de films qui sont estampillés production originale Netflix. Et parmi ces productions, on observe une petite tendance, bon là ça dépasse carrément Netflix pour aller vers le système de VOD ces dernières années. On assiste à une espèce de retour de la politique des auteurs, c'est-à-dire que tu vas avoir un Martin Scorsese qui va faire un de ses plus grands films je trouve, donc Killer of the Flower Moon sur Apple TV. On va avoir Michael Mann qui revient en force avec le projet dont il a toujours rêvé, donc Ferrari, sur Amazon Prime. Et voilà, Netflix est pas en reste. On a cité les noms, Netflix a quand même réussi à attirer des gros cinéastes. Mais le problème, c'est que bien souvent, quand ces cinéastes vont chez Netflix, on a quand même cette espèce de feeling qu'ils s'auto-caricaturent. Parce que bien souvent, ces cinéastes donnent au public ce que le public attend d'eux. Exemple tout con, mais si tu te promènes dans la rue et que tu dis David Fincher à quelqu'un, il va direct penser, ok, film noir avec un tueur en série, un peu froid, un peu monotone, déconnecté du monde. Bon, c'est The Killer. Si tu dis à quelqu'un dans la rue Martin Scorsese, ok, film de mafieux, De Niro, Pacino, ok, c'est Irishman. Netflix se lance quand même sur des projets qui sont assez peu surprenants dans la filmographie des cinéastes en question. Et pourtant, ces projets proviennent souvent des cinéastes eux-mêmes. Je veux dire, Irishman existait avant que Netflix débarque. Pareil pour The Killer même. C'était des projets qui avaient déjà une existence concrète. Du coup, est-ce que c'est une simple coïncidence que ces cinéastes font souvent ce qui est leur moins bon film sur Netflix? Sachant que je cale quand même des exceptions, voilà, il y a Guillermo del Toro qui a sorti un Pinocchio, qui était déjà bien entamé avant que Netflix se rentre dans le game. Ou il y a par exemple plus récemment La Société des Neiges, qui est un film assez fort je trouve, mais encore une fois, ça c'est Bayona qui nous a montré, même avec Jurassic World 2, qui savait très bien gérer des contraintes, et vous allez voir des contraintes, Netflix en met des tonnes quand ils achètent ton film. Mais du coup, est-ce que c'est une simple coïncidence si ces cinéastes tombent très facilement dans l'auto-caricature quand ils vont chez Netflix? Ou est-ce que c'est plutôt la faute d'un algorithme qui est tellement fier d'avoir réussi à choper un cinéaste comme Fincher ou comme Scorsese qu'il doit faire en sorte que le style de ce cinéaste soit reconnaissable en un seul plan, sans effort de la part du spectateur, ce qui fait que tu vas aussi enfermer un peu le public dans une zone de confort et que tu vas enfermer les cinéastes dans une espèce de paresse artistique qui semble assez indéniable quand tu vois The Killer par exemple. Stick to the plan. Anticipate, don't improvise. Fight only the battle you're paid to fight. Une sorte de paresse artistique contrainte, mais je veux dire, quand tu regardes la plupart des films estampillés Netflix et qui sont issus d'un grand cinéaste, tu comprends que c'est un film Netflix. En fait, Netflix appose une espèce de saut de qualité, entre guillemets, qui est quand même, on va détailler ça, une sacrée restriction pour les cinéastes, que ce soit des grands cinéastes ou des yes man qui sont plutôt des faiseurs de téléfilms, qui constituent, on va pas se mentir, en vrai, 95% de la production Netflix. Avant de rentrer vraiment plus dans les détails, j'aimerais bien casser une petite idée reçue selon laquelle la plupart des films en question n'existeraient pas sans Netflix, qui s'est un peu pointé comme un grand sauveur. On sait que Del Toro, par exemple, il galère, mais c'est presque un running gag. Del Toro, quand il a un projet, il lui faut 40 ans pour réussir à le faire. Le mec a 50 projets, il n'y en a pas un qui se concrétise. Et du coup, Netflix est arrivé un peu en sauveur, en mode ouais, ok, mais nous on a Pinocchio, on va t'aider à faire Pinocchio. Le truc, c'est que Pinocchio, il existait déjà bien avant, il était bien
bien avancé et il avait déjà même été préacheté par Pathé. C'est juste que Netflix est arrivé avec beaucoup plus de thunes encore et avec surtout, le plus important, une distribution du budget qui était pas la même pour Guillermo del Toro. Hein. Et c'est pareil pour The Irishman. The Irishman, on nous a fait croire que c'était Netflix qui est arrivé comme un grand prince pour aider Scorsese à réaliser son projet de cœur. Bah, en vrai, la Paramount et STX Entertainment, ils proposaient déjà 150 millions de dollars pour les droits du film. C'est à peu près ce que Netflix a posé aussi. Hein. C'est juste qu'en fait, c'était plus avantageux pour Scorsese. Pourquoi? On va y revenir. Pareil pour Roma de Alfonso Cuarón, qui était aussi déjà filmé et quasi finalisé quand Netflix est arrivé. Bref, voilà, il y a pas mal de ces films où Netflix se présente comme les annonciateurs du projet qui auraient largement pu exister sans eux, sans doute pas sous la même forme, mais ça aurait été peut-être pas plus mal, en vrai. Et d'ailleurs, pour tout ce que je dis, parce que je sais que dès qu'on balance des chiffres, etc., c'est assez important, toutes les sources vont être dans la description, hein, je me base sur du palpable. Donc si vous voulez rentrer dans les détails, voir les sources, etc., tout est dans la description. Mais bon, maintenant, alors la vraie question, le cœur de la question, c'est comment Netflix produit ces productions originales en fait. Comment ils s'y prennent et est-ce que leur système de production qui est hyper atypique a un impact sur la qualité artistique des films? Je vais pas faire de faux suspense, évidemment oui. Teamwork feels weird in my mouth. Are you carrying your side? I'm offended you'd even ask me that. Do something and slip. Oh, relax, Baldilocks. Parce que voilà, c'est important de comprendre comment Netflix va choisir de financer ou même de créer de A à Z un projet, une série ou un film. Et ben en fait, il va s'appuyer sur un centre de données gigantesque qu'il a accumulé au fil des années et qui repose sur beaucoup d'algorithmes. Ce qui veut aussi dire un petit peu qu'à chaque fois qu'on regarde Netflix, on participe à une sorte de petit formatage généralisé. Hein. Parce qu'en fait, Netflix analyse ce que tu aimes et ce que la majorité des gens aiment plutôt et va du coup produire ce que la majorité des gens aiment, tout simplement. En gros, à partir de ce qui marche, Netflix va décider du concept artistique, de la manière dont ils vont produire le film et de la manière dont ils vont le vendre. Une fois qu'ils ont un concept artistique validé, bah on utilise encore des algorithmes pour rationaliser et restreindre au maximum les coûts de production. Alors ça peut paraître un peu abstrait, mais en gros, c'est ce qui va te faire, par exemple, choisir le lieu de tournage d'une série. Par exemple, bon, il y a 25 000 autres critères sur lesquels on va s'attarder, mais Netflix va à une énorme base de données où ils ont le coût de location des caméras sur place et s'ils remarquent par exemple que c'est moins cher en Atlanta ou en Nouvelle-Orléans qu'à Boston où le cinéaste aimerait pourtant tourner, bah, ça va se tourner en Atlanta les gars. Hein. C'est pas des préoccupations artistiques quand Netflix produit un film. C'est presque une IA qui va déterminer ton lieu de tournage, qui va déterminer tes moments clés du scénario aussi et qui va même déterminer ton film à proprement parler. Trust no one. Oh, ok, bon, ça c'est ok, c'est quand même assez assimilé, mais c'est pas non plus surprenant. Netflix est au CAC 40, c'est une grosse entreprise. C'est normal que ça veuille faire de la grosse tunasse. Et évidemment, pour ramener la grosse tunasse, il faut devenir un média de masse. Et pour devenir un média de masse, il faut faire des trucs qui plaisent à tout le monde, qui vont flatter tout le monde, qui vont flatter autant le grand public, donc ça c'est la majorité des productions Netflix qu'on a tout oublié après le visionnage, qui vont aussi flatter les cinéphiles dans le sens du poil. Ça c'est le rôle d'acheter un film comme The Killer ou The Irishman ou Roma ou Pinocchio. C'est le rôle des cinéastes connus de tous qui vont être acquis par Netflix et qui vont se permettre aux spectateurs, dès qu'il va lancer Irishman, de dire « Oh bah j'ai la ref, ça ressemble complètement aux autres films de Scorsese. C'est un film de Scorsese, je suis super intelligent, j'ai une ref de malade, j'ai une cinéphilie de fou. » Tu vas comprendre en quelques secondes que oui, évidemment, je veux dire, si tu regardes le premier plan de Irishman, tu comprends que t'es face à un film de Scorsese. Évidemment que n'importe quel cinéphile va comprendre en quelques secondes qu'il est face à un film de Alfonso Cuarón ou de Fincher. Mais un cinéaste qui est à ce point poussé à balancer son style à l'extrême en quelques plans, c'est quand même pas génial, non? Et je vais prendre un exemple très concret pour expliquer un peu cette uniformisation artistique. Regarde, imagine, t'es un jeune réal, t'as un projet, ok, t'as Netflix qui arrive, vas-y, on te l'achète, ton projet devient une production originale Netflix. Donc toi, t'es ravi, tu fais de ça chez toi, tu fais péter le champagne, tu te fracasses la gueule, et le lendemain, t'as à peine le temps de te remettre de ta gueule de bois que Netflix t'envoie déjà ce qu'ils appellent une bible d'écriture, c'est-à-dire un document hyper informel et hyper précis qui te donne des choses à respecter très... Enfin, si t'as pas prévu de les respecter, tu peux dire adieu à ta production, en vrai. Chaque scène doit absolument faire évoluer le récit, doit donner une information, il n'y a pas d'espace de respiration, il n'y a pas d'espace qui pourrait faire chier le spectateur, le vide n'est pas permis dans un flux de vidéos comme Netflix, faut que les plans durent 20 secondes maximum, même si bon, évidemment il y a des exceptions
exception, quand t'as Alfonso Cuarón Ferroma, Netflix va pas venir lui dire par contre les plans séquences c'est 20 secondes. Mais voilà, dans grande majorité des cas, il y a ce document formel qui te précise ça, et les spectateurs doivent tout savoir immédiatement, enfin ne pas avoir trop le temps de se poser des questions, ou en tout cas ne pas avoir des questions en suspens à la fin du visionnage. Si tu rajoutes à ça le fait que, ça c'est quand même assez évident presque, mais le fait que Netflix ait des spécificités techniques qui n'appartiennent qu'à lui, et ce qui fait que la majorité des films se ressemblent en vrai sur Netflix, comme par exemple ils ont une liste de caméras précises que les chefs-op ont le droit d'utiliser, mais il y a d'autres caméras qui sont pas acceptées sur Netflix. On comprend bien vite qu'on est quand même face à un studio qui est assez interventionniste. Je veux dire, une boîte de production, généralement, quand un chef-op l'appelle pour lui dire il me faut cette caméra, la boîte de prod trouve la caméra. Et vous allez me dire, oui, mais bon, en même temps, c'est le jeu. Tu sais bien que Netflix alloue des budgets astronomiques aux films. Faut bien que ces films appartiennent et correspondent à ce que Netflix veut. Et c'est vrai qu'on parle souvent du budget astronomique qui est dépensé par le studio pour des films qui, bien souvent d'ailleurs, ont l'air quand même bien cheap, les gars. Hein, parce qu'il y a aussi un vrai problème chez Netflix. C'est que très souvent, on ne voit pas l'argent à l'écran. Et on va expliquer pourquoi dans 2 minutes. Mais tu vois, 80 millions pour, Damsel récemment. Ou alors 200 millions pour une daube comme Red Notice, 100 millions pour l'ultra débilos Army of the Dead de Zack Snyder, 100 millions pour The Midnight Sky, les gars, qui est réalisé par George Clooney. On doit être 2 au monde à avoir vu ce film, et sur les 2, il y en a un qui n'a pas réussi à aller au bout, je pense. Et tu vois, dans ce genre de film, c'est quand même difficile de pas voir c'est difficile de voir la tunasse dans The Midnight Sky, en vrai, à part le fait que ce soit George Clooney, et ça rejoint la raison, qui est très simple, mais qui en vrai attire énormément, justifie complètement pourquoi un Fincher ou un Scorsese vont se perdre chez Netflix, et c'est pas pour l'amour de l'art, hein, les amis, c'est parce que les budgets Netflix sont hyper gonflés, et ça de manière hyper illusoire. I can drive them. I can't fix them. You're back in business, kid. En gros, contrairement aux studios de cinéma classique, Netflix, ils ont encore quelques petites difficultés à attirer certaines grandes stars qui sont réticents à l'idée de s'enfermer dans un système qui, comme on l'a dit, est très formateur, pas formateur, mais formaté. Et tu vois, Netflix, c'est un peu le championnat d'Arabie Saoudite au foot. Et si le championnat d'Arabie Saoudite a réussi à attirer des Ronaldo, Benzema, Neymar, etc. l'an dernier, c'était pas pour l'amour du foot, c'était parce qu'il y avait de la grosse tunasse derrière. C'était pour les salaires énormes. Netflix joue un petit peu là-dessus aussi. Netflix va attribuer une part bien plus grande du budget de leurs films aux acteurs et aux réalisateurs, mais il va par contre leur interdire de négocier un seul pourcentage sur les bénéfices des films ou des séries. C'est-à-dire, t'es De Niro, tu vas pas négocier même 1% sur les pourcentages de recettes de The Irishman. Du coup, par exemple, là où The Irishman, il aurait coûté peut-être au cinéma en tant que film pur 120 millions à produire, et qu'ensuite, Scorsese, De Niro, Pacino auraient négocié un pourcentage qui aurait été fourni par le studio, mais en dehors du budget du film, qui n'aurait pas compté dans ce budget, en fait, Netflix intègre ça dans la paye directe des acteurs et des réalisateurs, et donc ensuite, on va dire que The Irishman a coûté 250 millions de dollars. Sauf que sur ces 250 millions de dollars, il y a peut-être 120 millions qui a été consacré au film pur et brut. Le reste, c'est de la négociation utilisée pour gonfler artificiellement un budget qui, du coup, veut plus dire grand-chose. Oui, mais Intercut, ça on s'en fout un peu. Je veux dire, c'est pas grave s'ils ont réussi à négocier leur contrat. En quoi ça nous concerne, nous? Je vais t'expliquer tranquille. Parce que si tous ces acteurs, tous ces réalisateurs, etc. ont touché peut-être entre 150% et 200% plus que ce qu'ils auraient touché dans un studio classique, entre guillemets, et que du coup, tu te dis que le budget global est bien plus élevé, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que pour essayer d'économiser tout cet argent qu'ils vont ensuite donner aux acteurs directs, Netflix va évidemment couper dans d'autres enveloppes budgétaires. Moins de temps donné au scénariste pour finir son scénario, moins de temps donné au tournage en lui-même, moins de temps donné aux artistes de la post-prod, des lieux de tournage qui vont être le plus cheap possible en vrai. Tu comprends que ça commence à faire beaucoup. Et en fait, c'est par ce genre de production et ce genre de politique qu'on se rend compte que la majorité des productions Netflix en vrai, c'est quand même très oubliable. I know you're cold, hold on. No, all the food and the blankets. God damn it!
Bon, il y a ça et le système de visionnage. Je veux dire, voilà, je vais pas relancer le débat, c'est un débat éternel. Mais quand tu vas au cinéma, bah, tu te prépares, tu t'organises peut-être, tu te dis, ok, là, je prends ma soirée pour faire ça. Tu t'organises pour être libre à l'heure de ta séance. Tu t'habilles, tu prends le métro, tu prends la bagnole, tu vas dans la salle. Bah, évidemment que, en fait, tu fais un effort pour aller au ciné. Évidemment que ton expérience va être plus mémorable que juste, bah, tu veux tuer ton ennui et tu t'emmerdes, il est 21h, tu sais pas quoi faire, tu lances play. C'est pas la même chose. Tu vas au cinéma, tu donnes pas juste ton ennui, tu donnes ton temps. Mais bref, ça, c'est un débat qui sort un petit peu du truc. Je voulais juste placer un petit peu mon point de vue là-dessus. Après, voilà, je veux pas être un énorme réac boomer. Je voulais juste faire une petite vidéo un peu sourcée sur l'envers du décor de la production Netflix moyenne. Un peu comme je l'avais fait avec les Oscars. Je sais que c'est une vidéo qui vous a pas mal plu et je sais que vous aimez bien quand je parle un petit peu de cet envers du décor-là. Donc, j'essaie de le faire de plus en plus souvent. Et je trouve qu'il y a beaucoup à en dire parce qu'il y a quand même des sacrés... Enfin, c'est quand même un gros bouleversement dans l'Hollywood actuel. Et je précise, hein, les amis, là, j'ai parlé de Netflix principalement parce que pour moi, Netflix, c'est le plus critiquable en termes de rendu de qualité. Mais ça s'applique aussi aux autres VOD. Même si, en vrai, là, par exemple, tu regardes Apple TV, ils sont bien plus traditionnels dans leur manière de travailler, bien moins artificiels. Et c'est pour ça qu'on a peut-être un des meilleurs Martin Scorsese qui sort sur cette plateforme. C'est bien moins forcé et je trouve que voilà, il suffit de voir un Ferrari, il suffit de voir un Killer par rapport à The Irishman ou par rapport à Fincher qui se perd complètement chez Netflix, au point qu'on désespère même de revoir un jour un vrai bon film de cinéaste. This will be delivered 2 days from now, and not business, Mr. Madison. Donc voilà, toutes les sources sont dans la description. N'hésitez pas à même aller au-delà du cadre de cette vidéo. C'est toujours ce que je fais avec Intercut, de vous encourager à aller ensuite un peu plus loin. N'hésitez pas à continuer les recherches à partir des sources que j'ai mis dans le lien. Et vous allez voir, c'est quand même assez fascinant comme sujet. C'était une petite vidéo à part. Nous, on se retrouve dimanche prochain pour un gros format. On a un petit Tipeee, vous savez que c'est ce qui permet qui permet vraiment d'aider beaucoup la chaîne et de sortir un peu de l'angoisse des algorithmes YouTube. Si vous avez les moyens de donner un petit n'importe quoi, ça fait toujours extrêmement plaisir. Sinon, un petit partage, ça régale. N'oubliez pas non plus de vous abonner, de mettre la cloche. On sort 2 vidéos par semaine. On se retrouve dimanche prochain. Ciao à tous les amis. Bisous.